Ici Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On a pour vous cette semaine une édition spéciale alors qu'il sera question du budget 2025 qui a été voté et adopté par le Conseil municipal en séance extraordinaire le 10 décembre. Si on se rappelle de l'exercice précédent, le budget de cette année, ça a suscité un tollé de mécontentement, une vague, bien sûr, de protestations en raison de cette hausse vertigineuse du compte de taxes des contribuables joannais, une hausse de l'ordre de 7,75 %. Je peux d'ores et déjà vous dire que le budget 2025 comporte une autre hausse du compte de taxes, mais cette fois-là beaucoup plus modeste. Pour emprunter même les mots de la mairesse André Bouchard, le budget 2025 en est un de maintien de service. Cela n'a pas empêché le conseiller de Prévert, Marie de Rome, Normandie-Ouest, François Roy, de voter à nouveau contre le budget comme il l'avait fait l'an passé. En deuxième portion d'émission, il viendra exprimer clairement son choix. En contrepartie, vous entendrez également la conseillère Mélanie Dufresne, elle, se prononcer en faveur du budget de l'an prochain. Place donc à la présentation de ce budget 2025 du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous voilà rendus à la présentation de notre budget 2025. Un exercice qui reflète notre engagement à répondre aux besoins croissants de notre communauté, tout en assurant une gestion responsable des finances publiques. La présentation de ce soir est le résultat d'un travail rigoureux, échelonné sur plusieurs mois. Je tiens d'ailleurs à remercier les membres du conseil municipal ainsi que nos équipes administratives pour l'engagement dans cet exercice structurant. Un merci spécial aux membres du comité des finances, soit Mme Claire Charbonneau, présidente, Jérémy Meunier, Annie Surprenant, Marco Savard et moi-même, ainsi qu'à vous, chers citoyens, puisque vos commentaires sont considérés dans nos décisions. Découvrons ensemble le budget 2025. Afin d'en saisir chaque aspect, commençons par le début, les grandes étapes du processus budgétaire. Nous survolerons ensuite les prévisions budgétaires, tant du côté des revenus que des dépenses. J'en profiterai au passage pour vous donner quelques faits saillants. Puis, on abordera le thème de la taxation avant de poursuivre avec la dette et nos orientations 2025. On se lance. Avant même de vous présenter le résultat du travail des équipes, je prends un moment pour expliquer la mécanique de la préparation d'un budget municipal, car c'est une réflexion complexe qui requiert plusieurs décisions et stratégies pour atteindre l'équilibre budgétaire. Pourquoi l'équilibre budgétaire? Je rappelle que la loi sur les cités et villes nous oblige à présenter un budget équilibré. Pour y arriver, on doit passer par 3 grandes étapes. La première, déterminer nos besoins financiers. On commence par additionner nos dépenses incompressibles qui sont nos obligations. Par exemple, les salaires, le service de la dette, les contrats en cours, l'achat de matériel, etc. On se tourne ensuite vers les équipes pour connaître les besoins essentiels. Le mot le dit, ce sont des incontournables. Par exemple, investir pour protéger vos renseignements personnels. On arrive ensuite aux besoins importants. C'est notre marge de manœuvre, là où se font les choix. Par exemple, les projets environnementaux, les infrastructures, le plan d'urbanisme, la gestion des eaux et bien d'autres.
L'étape suivante, c'est l'exploration de nos sources de revenus. Comme toutes les villes, nos sources de revenus sont limitées. Il y a les droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, les revenus de placement, la recherche de subventions, ce sur quoi nos équipes mettent de l'énergie, et quelques revenus pour services rendus. Vient finalement la taxation. Elle représente près de 68% de nos revenus. Vous remarquerez que la pastille de taxation est d'une couleur différente. C'est parce qu'au moment d'évaluer nos sources de revenus, le taux de taxation n'est pas encore défini. L'ultime étape du processus, les choix. Dans la précédente diapositive, la balance était déséquilibrée. Ce qu'il faut noter, c'est que les besoins sont plus grands que les moyens. Il y a donc beaucoup plus de dépenses que de revenus quand nous sommes en début de processus. C'est là qu'entrent en jeu les orientations budgétaires. Elles nous permettent de venir rééquilibrer la balance en guidant nos choix. C'est jamais facile. Cette année, nous avions demandé aux équipes municipales de limiter les dépenses au maximum, c'est-à-dire d'identifier ce dont elles avaient besoin pour maintenir le niveau de service actuel et répondre aux nouvelles obligations de la loi, sans plus. De là, nous avons complété l'exercice en confirmant les dépenses, puis en déterminant le taux de taxation qui nous permettait d'avoir les revenus nécessaires pour assurer les dépenses budgétées. Dernière chose importante à vous préciser avant de dévoiler les chiffres du nouveau budget. Le 1er janvier, le nouveau rôle d'évaluation entrera en vigueur. Je sais que la hausse de la valeur d'une propriété peut inquiéter certaines personnes. L'augmentation moyenne de la valeur d'une résidence unifamiliale a fait un bond de 47,5 %, résultat d'un marché immobilier exceptionnel. Je veux vous rassurer. Votre compte de taxes ne fera pas le même bond. Au dépôt d'un nouveau rôle, la Ville diminue son taux de base et de taxes spéciales pour s'assurer que la croissance de la valeur n'affecte pas le compte de taxes. Le schéma l'explique bien. Le taux de base est passé de 73 sous à 49 sous. Notre budget total d'exploitation se chiffre maintenant à 232 800 000 $. C'est une augmentation de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Grâce à différentes stratégies, la hausse du compte de taxes moyen résidentiel sera limitée à 2,78 % ou l'équivalent d'un peu moins de 89 $. L'an dernier, on se le rappelle, l'exercice budgétaire était pénible. Nous faisions face à la tempête parfaite. Un contexte inflationniste, un rattrapage à entreprendre dans nos infrastructures, sans oublier d'importantes dépenses obligatoires liées au passage du cap des 100 000 habitants. C'est derrière nous et j'en suis bien contente. Collectivement, nous avons fait l'effort qui s'imposait et aujourd'hui, la pente est plus douce. Les dépenses, maintenant. Plus tôt, je vous ai parlé de différentes catégories de dépenses. Voici quelques faits saillants. D'abord, notre territoire. Avec l'évolution de normes environnementales et la rapidité des changements climatiques, on se doit d'agir.
Concrètement, on prévoit des sommes pour le plan d'urbanisme et la gestion des eaux. On investit aussi dans nos infrastructures pour qu'elles s'adaptent à notre climat changeant. Bien que ce soit des investissements d'immobilisation, ces investissements impactent fortement le service de la dette. J'y reviendrai plus loin. On continuera aussi d'appuyer les organismes culturels, événementiels et communautaires qui sont essentiels au bien-être de notre communauté. Les organismes du territoire travaillent activement pour améliorer le milieu de vie des citoyens et la Ville les soutient à cet égard. Nous octroierons très bientôt un contrat de 10 ans pour la desserte en transport collectif. Une autre dépense importante qui s'inscrit dans notre vision de mobilité durable. C'est sans surprise et de façon très pertinente que nous avons l'obligation, en tant qu'organisation, de consacrer de l'argent à la protection des renseignements personnels et d'investir dans une technologie plus avancée. En 2025, on doit également prévoir la dépense pour la tenue d'élections municipales. Répartition du budget. On constate que les travaux publics, la sécurité publique et le service de la dette représentent 50,7% de nos dépenses. C'est normal, c'est l'essence même d'une ville. On remarque aussi que le poids relatif de la masse salariale a diminué à 47% cette année. Une ville, c'est aussi, à la base, une entreprise de service. C'est une fierté de pouvoir dire que près de 7 employés sur 10 sont des Joannais, des Joannaises. Cela dit, on questionne, on challenge l'administration constamment. Peut-on optimiser? Les dernières données confirment qu'on se situe dans la moyenne pour ce qui est du nombre d'employés par habitant, et ce, même si nous assurons plus de services que d'autres villes de taille comparable, comme par exemple le fait d'avoir notre propre service de sécurité incendie, de police ou même de transport. Ces dépenses sont importantes dans notre budget. Elles nous permettent d'avoir une marge de contrôle sur l'augmentation des coûts ainsi que sur la qualité des services. Je suis fière qu'on déploie le talent à l'interne plutôt que de donner des contrats à l'externe. Je vous le rappelle, les contrats à l'externe n'apparaissent pas dans une masse salariale et ça coûte beaucoup plus cher qu'un employé régulier. Il faut garder ça en tête quand on parle d'optimisation. Passons maintenant aux revenus. Cette année encore, nous poursuivons nos efforts pour obtenir davantage de subventions qui aideront à la réalisation de projets importants pour notre communauté. Nous avons également révisé certains taux de taxation pour atteindre un meilleur équilibre dans le partage de la charge fiscale. Les terrains vagues desservis et les immeubles industriels d'une valeur supérieure à 2,5 millions de dollars sont concernés. Répartition des revenus. La taxation demeure notre principale source de revenus. Si on combine cette catégorie aux tarifs, c'est 79,5% de la totalité de nos revenus. Les subventions sont très sollicitées et difficiles à obtenir. Je vous assure que les équipes travaillent ardemment
pour maximiser nos chances d'être retenus. Cette catégorie de revenus augmente de près de 1% en 2025. Regardons la taxation. Ici, on vous présente la répartition des... Nous avons toujours l'objectif d'équilibrer davantage la charge fiscale entre les différentes catégories. Cette année, le pourcentage attribué à la catégorie résidentielle 1 à 5 logements diminue de 1,2% pour atteindre 56,5%. Voici de nouveau comment se traduit le budget sur le compte de taxes d'une maison unifamiliale. On parle d'une augmentation annuelle du compte de taxes d'approximativement 89 $ pour une maison évaluée à 517 636. Ceci inclut les tarifs qu'on décortique à la diapo suivante. Pour l'aqueduc et l'égout, le montant passe de 270 à 284 $. Le tarif pour la collecte de matières résiduelles et recyclables est pour sa part majoré de 5 $. Pour le taux de taxe spéciale, qui est relié à la protection de nos écosystèmes naturels, le nouveau taux est de 0,0033. Un exemple concret. Nous avons simulé le compte de taxes résidentiel moyen de 2024 versus celui de 2025. Nous avons également ajouté une colonne pour vous permettre de visualiser l'impact de la neutralisation du taux à la suite du nouveau rôle d'évaluation. La variation des taux de taxation crée une différence de 70 $ alors que la tarification engendre une hausse d'environ 19 $. Comme à l'habitude, les paiements de taxes se feront en 4 versements, dont le premier sera le 13 février. J'en profite d'ailleurs pour inviter tous les propriétaires à s'inscrire à notre compte de taxes en ligne. Une façon pratique de prévoir les paiements et d'avoir accès à son solde en tout temps. La dette maintenant. Nous faisons une saine gestion du service de la dette. C'est grâce à ça que nous pouvons bonifier et mettre à niveau nos infrastructures. On remarque d'ailleurs qu'elle suit une courbe ascendante depuis 2022. C'est le signe du rattrapage que nous avons amorcé en matière d'investissement dans nos infrastructures. On se rappelle d'ailleurs que cette année, nous prévoyons davantage de dépenses pour assurer la résilience de nos infrastructures. Au total, ce sont 26 800 000 $ qui seront investis dans le remboursement du service de la dette en 2025. C'est 13 % de notre budget. Tout ça nous mène vers l'avenir. Il reste plusieurs beaux projets à réaliser pour mener notre ville encore plus haut. La création de logements pouvant accueillir toutes les clientèles demeure une priorité. Il y a plusieurs projets à venir en ce sens. Structurer la vision d'aménagement de notre territoire est aussi sur la table de travail. Nous allons poursuivre les démarches déjà entamées à ce sujet. Nous continuerons de prendre des décisions qui visent à cultiver le bien-être de notre communauté. C'est une aspiration importante de notre planification stratégique et la base du mieux vivre ensemble. Sans oublier les efforts que nous devons déployer pour assurer la résilience de nos infrastructures ou encore agir pour que notre économie prenne du galon. Nous allons réaliser tout cela ensemble.
Je vote contre le budget qui va encore augmenter les taxes cette année de 2,78 %. Mais en réalité, ce qu'on devrait dire, c'est que les citoyens subissent une hausse de taxes de 10,53 %. C'est quasiment 11 % en 2 ans. C'est ça le vrai chiffre. Puis je suis d'avis que ça commence à faire beaucoup pour nos citoyens. Avec la hausse record des taxes de l'année dernière, que les citoyens n'ont même pas encore eu le temps de digérer, j'aurais préféré annoncer que pour 2025, la Ville de Saint-Jean allait geler les taxes et donner l'exemple à ses citoyens en coupant dans les dépenses. Parce que oui, c'est possible de geler les taxes si on revient à la base et si on coupe dans les dépenses. Parce que si les citoyens doivent se serrer la ceinture pour faire face au coût de la vie, la Ville aussi doit le faire pour alléger les taxes. Honnêtement, la Ville vit au-dessus de ses moyens et il est grand temps de changer le modèle d'affaires. Si tu dépenses plus que tes revenus puis que tu fais gonfler ta dette, ce n'est pas une stratégie d'affaires qui tient la route. Saviez-vous que la dette de la Ville va atteindre 259 millions de dollars à la fin de l'année 2024? La dette a littéralement explosé de 25 % depuis les dernières élections. 25 % en seulement 3 ans, c'est du jamais vu. En 2024, ça va coûter aux citoyens 7,6 millions de dollars juste en intérêts. En fait, c'est 23,6 millions de dollars qui s'en va à la dette juste en 2024. Ça représente 65 000 dollars par jour. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur le RFU de 1,52 $ que vous avez montré tantôt. Parce que si on regarde le ratio d'endettement, ça a l'air bien correct. Mais le vrai problème, c'est le poids de la dette qui pèse sur nos épaules. C'est là que le bas blesse. Quand le paiement de la dette devient l'une des plus grosses dépenses de la Ville, c'est là qu'on constate vraiment l'impact de la dette sur nos finances. C'est ça qu'on doit examiner de près, pas les ratios. Moi, je vous le dis, la Ville devrait revenir à la base, surtout en période d'inflation, puis avec des taux d'intérêt aussi élevés. Ce n'est pas le moment d'emprunter, puis c'est surtout pas le moment de dépenser. Vous savez, je ne suis pas contre les beaux projets, je suis d'avis que ça peut attendre parce que les beaux projets sont toujours financés par les taxes. Puis en ce moment, on doit montrer à nos citoyens que tout le monde doit se serrer la ceinture. Pas juste eux. Il faut que la Ville donne l'exemple et ça commence par une réduction des dépenses pour ne pas faire payer encore plus nos citoyens en augmentant leurs taxes. Malheureusement, à Saint-Jean, il y a beaucoup de plans qui sont faits à la Ville. Mais il n'y a pas de plan de réduction des dépenses. Quand on est rendu à dire qu'il est devenu un luxe de manger à sa faim, comme l'a titré récemment le Canada français, il est grand temps que la Ville donne un peu de répit à ses citoyens. Parce que pour moi, un bon gouvernement se juge non pas à ce qu'il dépense, mais à ce qu'il fait économiser à ses citoyens. Puis des solutions, il y en a plein pour ne pas augmenter vos taxes. Quand on veut, on peut. Mais pour ça, il faut que le politique suive. Par contre, l'inverse est aussi vrai. On peut trouver plein d'excuses pour justifier les dépenses et l'augmentation de vos taxes. Moi, je pense qu'il est temps de trouver des solutions, pas des excuses. Puis une des solutions, c'est qu'on doit optimiser l'utilisation des actifs de la Ville. Encore des millions vont être investis pour la mise à niveau de nos bâtiments. Moi, je pense que le tri dans nos vieux bâtiments aurait dû être fait depuis longtemps. Puis aussi, quand on vend des actifs comme nos terrains industriels, comme le soulignait M. Pétrin, il faut les vendre à leur juste valeur marchande, parce qu'en les vendant au juste prix, on évite d'augmenter les taxes de nos citoyens. Puis pour éviter d'augmenter les taxes, la Ville doit commencer à économiser son argent et pour ça, on doit arrêter d'acheter des terrains ou des bâtiments pour des beaux projets. On n'a pas d'argent, il faut arrêter de dépenser, surtout pour des dépenses non essentielles. Une autre option pour réduire les dépenses, c'est de privatiser certaines activités. Puis en plus, ça n'affecte aucunement le service essentiel aux citoyens. Puis la Ville doit aussi augmenter les partenariats publics-privés pour financer tous les projets d'infrastructure, mais aussi tous les parcs, les patinoires, les piscines, les passerelles, etc. Pour économiser encore plus, on devrait aussi optimiser la fonction publique. Ce n'est pas en augmentant la fonction publique d'année en année qu'on va y arriver. Si on vient à la base, en dépensant seulement pour l'essentiel, ça libère des employés pour d'autres tâches qu'on donnerait normalement à des sous-traitants. Ça nous permettrait ça nous permettrait de conserver les emplois tout en économisant de l'argent. Bref, il y a plein de solutions pour ne pas augmenter les taxes, mais il y a aussi plein d'excuses pour justifier leur augmentation. C'est pour ça que je vote contre. Merci.
L'an dernier, j'avais voté contre le budget alors que nous avions eu une augmentation de taxes de 7,75 %. Je me posais la question alors, est-ce que le citoyen moyen en a pour son argent en frais de service? La réponse était, ma réponse dans ma réflexion, c'était la population a augmenté de 3 %, les effectifs municipaux ont augmenté de 14 %. Cette année, je vais voter pour le budget grâce à la pression exercée par le groupe d'élus indépendants et majoritaires ici autour de la table. On a réussi à contenir la hausse de taxes sous la barre de 3 %. C'est un budget qui nous amène dans la bonne direction, mais on devra en faire plus pour les années à venir. À titre d'exemple, dans le budget 2025, la masse salariale passe de 48 % à 47 % de nos dépenses totales. C'est bien, mais c'est encore loin des villes comparables à Québec. Par exemple, Lévis ont voté un budget de 2,9 % qui ressemble à notre vote de taxation aujourd'hui, mais ils ont une masse salariale de 43,3 %. À Trois-Rivières, ils ont une masse salariale de 37,7 % puis qui ont voté une augmentation de taxes de 2,9 %. Ainsi, on devra mettre plus d'efforts pour optimiser les effectifs, comme M. Roy le stipule, et aussi questionner la pertinence de certains services et peut-être revoir nos façons de faire. Saint-Jean-sur-Richelieu doit augmenter ses revenus par le biais d'activités industrielles et commerciales, contenir sa masse salariale pour éviter les augmentations de taxes. La Ville a besoin d'air dans ses finances, à défaut de quoi les taxes vont augmenter plus vite que l'inflation, à moins de couper dans des services. Nous sommes à la croisée des chemins. En termes de finances municipales, la prochaine campagne électorale sera un bon forum pour en discuter, de discuter de ces enjeux, de certaines solutions et d'influer l'espoir aux citoyens, mais surtout de leur livrer, leur dire la vérité. Puis je vois ici qu'il y a beaucoup de candidats à la mairie ou comme conseillers, donc ça va être intéressant la prochaine année, puis les solutions que vous aurez toutes à apporter. Voilà, ça complète l'émission de cette semaine en espérant qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que vous pourrez la revoir en tout temps sur le tvhr9.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.